gouvernance transfrontalière. Le traité d'Aix-la-Chapelle, on en a beaucoup parlé. Il innove par deux aspects. L'engagement des États à donner aux acteurs locaux, régionaux, transfrontaliers plus de marge d'action en termes de compétences, de dérogation, d'expérimentation et la création aussi d'un comité de coopération transfrontalière qui associe les acteurs locaux et les États ainsi que des parlementaires nationaux avec un rôle de définition de stratégie prioritaire. Un projet de règlement européen propose d'ailleurs aussi de transposer sur toutes les frontières européennes cela, mais une courte majorité d'États refuse ce projet. Alors, par ailleurs, au Conseil européen, à 27, donc la discussion a débuté sur la fameuse révision du code Schengen qui prévoit la désignation par les États membres de régions transfrontalières qui feraient l'objet d'une attention particulière en cas de retour des contrôles aux frontières. Et on a vu que c'était une hypothèse plausible ces derniers temps. Comment organiser la gouvernance multiniveau d'un territoire transfrontalier, qui est le lieu de croisement, et on en a beaucoup parlé pour les taxes, mais c'est vrai pour plein de choses, de systèmes juridiques, administratifs, locaux, nationaux et européens. Eh bien, nous allons en discuter aujourd'hui avec Sandro Gozzi. Bonjour. Vous êtes membre du Parlement européen, alors élu en France, et ancien ministre des Affaires étrangères en Italie. Autant dire que vous êtes une frontière à vous tout seul, on pourrait dire en quelque sorte, vous êtes cross-border vous-même. Alors nous sommes aussi avec donc Philippe Voiry, bonjour. Prenez les micros qui sont devant vous, hein, pour vérifier qu'ils fonctionnent bien justement. Ambassadeur pour les commissions intergouvernementales, la coopération et les relations transfrontalières. Bonjour à vous. Essayez dans le micro. Oui, comme ça, on vérifie. Bonjour. Il marche Bonjour à parfaitement. Très bien. Et alors, je vais y arriver. Bemenburg. Bonjour. Ah oui, also auf Deutsch, dann Ben Bemenburg. Ok, chef de division pour la coopération transfrontalière régionale au ministère fédéral de l'Intérieur en Allemagne. Alors, on va vous commencer peut-être cette discussion en expliquant finalement que il n'y a pas que le traité d'Aix-la-Chapelle. On en a beaucoup parlé dans la précédente table ronde, mais j'ai envie de dire il y a aussi maintenant entre la France et l'Italie un fameux traité du Quirinal. Est-ce que là encore, pourquoi un chapitre dans ce traité justement sur la coopération transfrontalière? Qu'est-ce que ça va apporter concrètement au territoire selon vous, Sandro Gozzi? Tout d'abord, je crois que c'est un traité très important et pour la France avec un précédent, celui d'Aix-la-Chapelle, le seul précédent. Et pour l'Italie, c'est un précédent. Parce que depuis que la République italienne existe, c'est la première fois que l'Italie s'engage de façon aussi intense, de façon bilatérale, dans un cadre européen avec un pays voisin. Donc déjà, pour cela, je crois que le traité du Quirinal, c'est quelque chose de très important. Bon, non, on est en train de les ratifier en Italie, il faut les ratifier en France, mais du point de vue politique et du point de vue de l'orientation politique qu'il donne, je dirais qu'il existe déjà. Il est important aussi parce que je suis convaincu que notamment quand il s'agit des territoires, des régions, des communautés locales, l'intégration européenne s'est faite aussi par des relations spéciales entre pays et notamment entre pays voisins. Et donc, de ce point de vue aussi, je crois qu'il est très important. J'y tiens beaucoup parce que j'étais ministre quand on l'a lancé à Lyon, au sommet franco-italien de Lyon, Emmanuel Macron, Paolo Gentiloni, chef d'État, chef de gouvernement, et moi, Nathalie Loiseau, ministre des Affaires européennes des deux côtés des Alpes. Maintenant, après des difficultés, vu la vague nationaliste en Italie, maintenant c'est une réalité. Et l'idée, c'est d'organiser à tous les niveaux une coopération interrégionale qui va au-delà de ce qu'on peut penser. Quand vous êtes en France et vous pensez à la frontière italienne, vous pensez, j'espère que vous pensez grande vitesse et migrants. Je sais que vous pensez migrants, j'espère que vous pensez aussi Lyon-Turin. Ouais. Les deux vont bien. Les deux vont bien, je vous assure. Les Lyon-Turin, il faut le dire aussi à quelques maires français, ça existe. C'est un tunnel, j'y suis allé, hein, quelques kilomètres, c'est déjà une réalité. Ça doit devenir une réalité en 2030.
La migration, on a vu qu'en coopérant, au lieu de se tourner les dos, on les gère mieux. Est-ce que la coopération interrégionale peut s'arrêter là? Non. C'est ça l'idée. L'idée, c'est de développer des nouvelles formes de coopération interrégionale transfrontalière dans le domaine des services publics, dans le domaine de la santé, à la lumière aussi de ce qui s'est passé pendant la crise du Covid, dans le domaine de l'énergie, dans le domaine de l'éducation, dans le domaine de la jeunesse. C'est ça l'idée, avec un comité qui a inspiré, je crois, mais il y a 2 experts ici, du comité des traités de la Chapelle, dans lesquels des représentants à tous les niveaux, de l'État, de la région, des communautés locales, pourront développer de nouvelles formes de coopération transfrontalière. Je crois que ceci est une avancée fort importante dont le potentiel est énorme. Évidemment, nous devons être d'accord pour l'exploiter pleinement, mais j'ai aucun doute que ce sera ainsi. Alors, c'est très bien parce que vous me fournissez justement une transition pour poser la question de ce fameux comité à vous, Philippe Voirie, en pleine crise sanitaire, un moment où la coordination, d'ailleurs, entre pays a parfois fait défaut. Ce comité franco-allemand issu du traité d'Aix-la-Chapelle, comment est-ce qu'il a contribué et est-ce qu'il faut dupliquer ce modèle, d'ailleurs? Alors, merci. Effectivement, il a beaucoup contribué parce que il a permis, dès le début de la crise sanitaire et de son impact sur les frontières, il a permis d'avoir une coordination, d'abord au niveau technique et ensuite au niveau politique. Ce comité qui, en fait, a capitalisé sur l'expérience du Rhin supérieur, donc de comités déjà préexistants, ce comité s'est réuni en forme virtuelle par audioconférence dès le 12 mars 2020. Donc c'était au moment où l'Allemagne n'avait pas encore fermé la frontière et on en parlait déjà entre nous, entre experts. Il s'est réuni tous les jours à ce moment-là. Donc il a abordé la question de la frontière et la question ensuite de l'évacuation des patients. Donc le traité d'Aix-la-Chapelle a trouvé une application absolument directe. Et ensuite, les réunions sont espacées, mais vous avez eu à partir de septembre 2020 des réunions hebdomadaires auxquelles M. Wenneburg a participé d'ailleurs. Enfin, il a participé depuis le début, mais il participait aussi aux réunions hebdomadaires depuis Berlin avec notre préfète à Strasbourg. Donc vous aviez une situation absolument inédite, je crois, dans le fonctionnement administratif de la France, d'une préfète qui, toutes les semaines, parlait au ministère de l'Intérieur à Berlin, au ministère des Affaires étrangères à Berlin, au ministère de la Santé à Berlin, avec ses collaborateurs, bien sûr. Inédite, donc, mais pas pérenne. Si, parce que ça continue sur des sujets d'intérêt commun. Et donc, c'est le type de structure assez innovant que nous espérons voir aussi surgir dans le cadre franco-italien, auquel nous travaillons actuellement sur la base du traité du Quirinale, qui permet la même chose. Alors, justement, vous êtes... les 2 côtés de la frontière sont réunis, vous avez participé, vous le disiez bien, aux mêmes réunions. La France a pris l'initiative de ce traité d'Aix-la-Chapelle. Pourquoi est-ce que l'Allemagne a suivi cette fois-ci? Pourquoi c'était important? Quelle est la valeur ajoutée pour vous de ce traité, en particulier pour les questions pour la question de la frontière? Merci beaucoup pour cette question. Si vous permettez, je vais m'exprimer en allemand pour être un peu plus précis et je remercie au traducteur. Precise. Als die Initiative ergriffen wurde, eine vielleicht Neuauflage des IDC. Eh bien, lorsque l'initiative a été lancée pour renouveler cet accord pour l'Allemagne, mais pour la coopération transfrontalière, je dirais, ça a été un moment important. Ça nous a offert de nouvelles opportunités, de meilleure coopération. Et on a pu développer cette coopération. Et nous sommes déjà d'ailleurs à un très bon niveau de coopération. Et donc cette coopération de l'accord d'Aix-la-Chapelle, c'est un renforcement, je dirais, de cet accord, ce que nous avons fait. Mais nous voulions aller au-delà et rendre notre coopération plus concrète. Philippe Voirie l'a déjà évoqué. En ce qui concerne le côté français et allemand de la frontière, les structures publiques sont très différentes, bien sûr. L'Allemagne est un État fédéral, la France est un État centralisé. Et donc, les acteurs sont très différents.
Ils travaillent sur différents sujets. Il est important de regrouper tous ces acteurs et d'organiser des réunions informelles en temps de crise, mais aussi des réunions formelles dans les comités de coopération transfrontalière, et pas seulement au niveau national, mais aussi au niveau régional. Les parlements, l'Eurodistrict, en fait, tous doivent participer et s'asseoir autour d'une table. Et cela est très utile quand vous avez des structures très différentes dans les différents pays. Alors, s'asseoir autour d'une table, Alexandre Gozzi, c'est aussi le cas de ce qui se passe dans l'Union européenne. Vous êtes député européen, je rappelais, il y a un projet de règlement proposé par la Commission qui propose une sorte de généralisation finalement de ce traité d'Aix-la-Chapelle sur l'ensemble des frontières pour résoudre les obstacles de façon assez systémique. Et vous l'avez dit, pérenne, et je trouve que c'est un ajout important. Pour y résoudre donc ces obstacles. Quelques États l'ont bloqué au Conseil. Est-ce que c'est au nom d'une conception mal placée de la souveraineté? On voit d'ailleurs qu'il y a une tentation de restaurer les frontières dès qu'on a un problème. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Oui, mais tout d'abord, je voudrais rappeler de quoi parle-t-on. On parle du 40% du territoire de l'Union européenne qui est transfrontalier. Et on parle d'un tiers de la population européenne qui se trouve dans des régions transfrontalières. Donc, on parle de quelque chose de très important. On ne parle pas de quelque chose de marginal, de secondaire, qu'on peut laisser traîner, on peut négliger. Vous avez rappelé l'histoire de cette proposition. C'est une proposition qui s'appelle Mécanisme de coopération transfrontalière. C'est en fait une boîte à outils pour rendre la coopération entre les deux côtés de la frontière plus simple. C'est une boîte à outils pour éliminer les obstacles juridiques et administratifs qui souvent, à cause de la différence entre les législations d'un côté et de l'autre de la frontière, empêchent les communautés locales de pouvoir développer des projets d'intérêt commun. Donc c'est quelque chose de très utile, quelque chose de très concret, qui se base aussi sur une expérience que la Commission a fait. La Commission a mis à disposition un outil pour proposer aux régions des solutions pour éliminer ces obstacles. Oui, c'est sans doute une conception, d'un côté, une conception mal placée de la souveraineté pour certains États. Et de l'autre côté, une présomption selon laquelle certains États n'auraient pas besoin de ça. Les deux sont mauvaises, les deux sont erronées. La première, c'est erroné parce qu'on remet en aucune manière en cause la souveraineté étatique dans les cadres européens, parce que c'est un mécanisme volontaire. Donc, chaque État décide s'il veut s'en servir ou pas. D'ailleurs, aucun État n'a pas de frontières en Europe non plus, par la même occasion. Donc, ça pourrait, pour moi, non. En plus, vous parlez les Britanniques qui considéraient qu'ils n'avaient pas vraiment une vraie frontière puisqu'ils ils sont dans la mer ou l'Irlande. Les Britanniques, les îles ont des frontières maritimes, mais ce sont des frontières quand même. Ils ne sont plus dans l'Union européenne. Non, mais il reste les Irlandais, les Maltais. Oui, on va les aider. Mais on parle d'éliminer les obstacles juridiques et administratifs. Comment ça se passe? C'est un mécanisme volontaire. Chaque État, il décide s'il veut l'utiliser ou pas. S'il veut l'utiliser, on peut suspendre ou on peut faire référence à la législation de l'autre pays si la législation de notre pays empêche une initiative de coopération régionale. Donc, moi, je crois que c'est quelque chose de très utile. C'est quelque chose qui, sans doute, selon la Commission européenne, contribuerait énormément au développement local. On parle d'un 2% du PIB de plus si les projets envisageables ou envisagés pourraient être en réalité, ils ne le sont pas à cause de ces obstacles administratifs et juridiques. Au Conseil, ça s'est arrêté. On a travaillé énormément au Parlement européen, on a fait une question orale au Conseil, on a travaillé avec la Commission, on a travaillé beaucoup et très bien avec les présidences françaises du Conseil de l'Union européenne pour essayer de relancer. Et notre souhait, notre espoir et l'engagement qu'on a entendu, même si pas de façon formelle, de la part de la Commission, c'est de présenter une nouvelle proposition révisée des règlements qui prend en compte d'un côté la position des parlementaires européens, mais de l'autre côté aussi les objections autour du Conseil en juillet. On va voir si ce sera le cas. Nous poussons énormément parce que nous pensons qu'on a besoin, et on l'a vu, vous avez évoqué
même dans la présentation qui a introduit ces panels ou dans les panels précédents, vous avez souvent, à plusieurs fois évoqué les obstacles pendant la crise du Covid. Il est clair que des mécanismes de ce genre peuvent aussi tracer et esquisser un cadre de coopération dans les cas d'urgence, qui soit une urgence sanitaire, qui soit une urgence migratoire, qui soit une urgence de catastrophe naturelle. On ne peut pas arrêter la coopération entre régions qui sont frappées de la même manière par une catastrophe naturelle parce qu'il y a une frontière à l'intérieur de l'Union européenne. Donc moi, je crois qu'il faut pousser et il faut revitaliser ces dossiers. Il faut essayer, avant la fin de la mandature européenne, de trouver un accord. C'est ça notre volonté et je sais que c'est aussi la volonté de la présidence française et de la France. Vous avez raison, les traités proposent évidemment des solutions dans certaines situations d'urgence, mais peut-être qu'on ne les a pas toutes envisagées, puisque ces dernières années, nous avons eu des situations d'urgence totalement inédites, soyons tout à fait honnêtes, et même inenvisagées, à part par certains visionnaires. Voilà. Philippe Voiry, par ailleurs, la révision du code Schengen, alors ça c'était une première question qui a bien été adressée par Sandro Gazzi, mais il y a aussi la révision du code Schengen qui prévoit que les États désignent des régions transfrontalières qu'ils devront respecter dans la gestion des frontières. Est-ce que vous êtes optimiste pour cette révision et vous êtes optimiste sur le fait que la France va terminer sa présidence française, vous le savez, hein, le 30 juin. Est-ce qu'elle aura pu faire avancer ces dossiers? D'abord, je voudrais remercier monsieur le ministre pour son plaidoyer très convaincant sur le projet d'instrument de coopération transfrontalière qui a été proposé d'abord par le Luxembourg en 2015 et puis ensuite converti en une proposition législative par la Commission européenne. Nous en avons vraiment besoin. Nous avons besoin, en fait... Qui bloque finalement? Quels sont les pays name and shame? Non, comme l'a dit monsieur le ministre, il y a des pays effectivement qui s'inquiètent sur ce que ça pourrait représenter comme atteinte à la souveraineté, alors qu'en fait c'est un contresens parce que c'est un instrument totalement volontaire. Et puis ensuite il y a des pays qui disent on n'en a pas besoin parce qu'on a déjà des dispositifs qui marchent. Et ce qui est amusant, c'est que ce sont des pays qui effectivement ont mis en place des dispositifs très intéressants, dont certains ont été évoqués hier d'ailleurs. Et en fait notre message à ces pays, c'est ce que vous faites est formidable, aidez-nous. Le Luxembourg ? Non, pas le Luxembourg. Aidez-nous à le rendre disponible pour ceux qui voudraient l'utiliser dans toute l'Union européenne, puisque ça marche entre vous. Ne le gardez pas pour vous. Voilà, donc là je ferme la parenthèse. Pour le code Schengen, alors oui, c'est une des avancées effectivement de la présidence française, c'est d'avoir eu un accord sur un texte au Conseil, qui je crois est un texte équilibré, qui notamment doit permettre, dans des situations de pandémie, de traiter de manière spécifique les régions frontalières pour permettre les déplacements essentiels. Et ces régions frontalières, effectivement, les États membres ont la possibilité de les définir a priori. Alors, on n'est pas au bout de la législation, puisque maintenant le texte va être examiné par le Parlement. Et le Parlement ayant une approche très favorable à la coopération frontalière, comme Monsieur le ministre vient d'illustrer, on peut s'attendre même à ce que ce texte soit encore enrichi, sans doute par la procédure législative. En tout cas, pour nous, déjà, le point d'arrivée est satisfaisant et il trace un bon équilibre qui correspond effectivement à notre expérience de la pandémie. Alors, Monsieur Bemmenbourg, en effet, l'Allemagne, est-ce qu'elle soutient ces projets de règlement européen et qu'est-ce que, selon elle, cela changerait finalement à l'état actuel? Nun, ich denke, was wir in dem angesprochenen Vorhaben sehen, aber was wir auch an ganz anderen Stellen in der Diskussion um die Grenzen. Bien. Il y a différents points de discussion par rapport à une coopération transfrontalière. Monsieur le Président de Mott a déjà cité cela hier pendant son discours. Et il a dit que les régions transfrontalières ne devraient pas être oubliées. Cela est très important et je pense que nous avons un travail très important ici pour renforcer les régions transfrontalières qui ont été renforcées, sont devenues plus fortes récemment et nous avons eu une situation très difficile au début de la pandémie de Covid et depuis quelques règles
spéciales ont été mises en place. Et lorsque nous avons discuté de l'accord de Schengen, ces points importants sont aussi pris en compte contrairement à ce qui se passait précédemment, mais aussi en Allemagne. Je ne peux parler de politique en interne dans notre accord de coalition entre les partis du gouvernement national. Nous avons un accord dans la situation actuelle où la coopération régionale est un travail qui est traité au niveau local, au niveau fédéral. Au niveau fédéral, il y a toujours une prise de conscience que nous, au niveau qu'une coopération régionale, c'est toujours un sujet très important et le gouvernement au niveau national soit très conscient de l'importance de ces régions transfrontalières. Beaucoup d'intérêt, messieurs, pour ce fameux traité d'Aix-la-Chapelle. Article 13, m'écrit-on sur Slido. Compétences appropriées, ressources dédiées et procédures accélérées pour les eurodistricts. Comment est-ce que cela se concrétise? Des exemples? Oui, pour vous. Alors, je dirais, on est toujours dans l'évolution parce que finalement, le traité d'Aix-la-Chapelle, il est en vigueur depuis l'année 2020. Je vais donner simplement un exemple. Nous avons clarifié, grâce à un amendement porté par des parlementaires français, nous avons clarifié en droit français la possibilité pour les eurodistricts de porter une compétence transport. Mais nous ne sommes pas au bout de ce travail parce que, ne serait-ce sur la question transport, parce que nous avons un autre exemple en tête sur lequel nous travaillons avec la DGCL, la Direction générale des collectivités locales. Donc, c'est un aménagement qui se poursuit, sachant qu'il faut avoir une vision historique des choses. Le traité de l'Élysée, 1963, c'est le premier traité bilatéral général entre la France et l'Allemagne après la guerre, donc une petite vingtaine d'années après la guerre. Le second traité bilatéral général entre la France et l'Allemagne, c'est le traité d'Aix-la-Chapelle. Donc c'est une petite soixantaine d'années après. C'est un traité, le traité d'Aix-la-Chapelle, qui est conclu pour... voilà. On a eu du mal à accoucher de ce traité d'Aix-la-Chapelle. Non, alors je ne serais pas d'accord. D'abord, il est conclu pour longtemps, c'est ce que je voulais dire. Il est conclu pour 30, 40, 50 ans. Ensuite, non, moi je trouve qu'il a été conclu dans des temps absolument records. Je peux vous dire que le traité d'Aix-la-Chapelle, on a commencé à travailler, je dirais, au milieu de l'année 2018 et début 2019, il a été signé et c'est exceptionnel pour un traité de cette ampleur. Voilà. Alors, toujours le traité d'Aix-la-Chapelle, avez-vous un exemple concret de résolution d'obstacles par le comité franco-allemand sous le traité d'Aix-la-Chapelle? C'est pour vous, je crois, monsieur. Un exemple concret. Vous voyez toujours les exemples que demande notre public. Das ganz konkrete Beispiel ist, glaube ich, am Anfang unserer Runde angesprochen. Un exemple concret, on en a déjà parlé au début de notre discussion. Cela est sur le fonctionnement du comité lorsqu'on avait les contrôles des frontières pendant la pandémie de Covid-19. Et le comité a agi, avait pouvoir catalyseur sur cette question. Et il y avait des discussions entre les différentes capitales, mais aussi entre les régions. Ces discussions ont été intensifiées. Pour dire cela, a agi comme soupape pour limiter la pression qui existait pendant la crise et aussi pour prendre en compte les problèmes concrets des populations des deux côtés de la frontière, par exemple en matière de santé. On a parlé de la pandémie, parlons de la guerre en Ukraine, parlons de la crise économique et de la peut-être récession à venir. Dans ce contexte, est-ce que vous avez le sentiment que les États ils sont enclins à jouer la coopération, à mettre en avant justement le transfrontalier, ou au contraire, ils sont justement en train de, quand on parlait de ceux qui ne voulaient pas signer au Conseil, se raidir sur leur souveraineté et d'un certain point de vue, derrière leurs frontières?
mentale et réelle. On a vécu ça au début de la crise sanitaire. J'espère qu'on a appris la leçon du fait que quand on est frappé de la même manière, même si avec une intensité différente, par un phénomène qui, comme dirait l'économiste, est endogène, ne dépend pas de nous, mais nous frappe, on est beaucoup plus efficace en coopérant qu'en se renfermant dans nos frontières. Donc j'espère, moi je ne peux pas... Le plan de relance de la crise l'a prouvé, les sanctions sur l'Ukraine le prouvent. La crise Covid a vu au départ une réaction, moi, en étant entre France, Italie et Belgique, donc j'ai pu voir la réaction tout à fait irrationnelle et inefficace de la France et de l'Allemagne au début de la crise du Covid, où on avait même refusé d'envoyer des équipements médicaux à l'Italie. Ça, c'était les premières 2 semaines. Et après, on a compris que les virus n'avaient pas de nationalité et que seulement en coopérant ensemble, on aurait pu gérer mieux la crise sanitaire et les soins de chacun de nous, mais aussi seulement en sortant du contexte établi, on aurait pu avoir un instrument économique pour contrer la crise. C'est comme ça qu'on est arrivé au plan de relance européenne, qui est sans précédent, avec dette commune européenne, avec dotation, prêts, etc. Un plan de 650 milliards qui n'a aucun précédent dans l'histoire de l'Union européenne et qu'on a développé finalement en 2-3 mois. Donc je crois que là, l'Europe a fait preuve d'une capacité de réaction et de créativité qui me fait bien penser pour l'avenir. Maintenant, vous aviez montré avant l'impact les conséquences économiques et énergétiques de la guerre en Ukraine, pas seulement sur les régions transfrontalières externes, mais aussi sur d'autres régions. C'est clair, aujourd'hui aussi, nous devons faire preuve de la même créativité. Il nous faut un plan de solidarité et de mutualisation des coûts économiques et énergétiques découlant de la crise ukrainienne. Et il nous faut avant tout une action spécifique pour les régions les plus frappées, qui sont les régions frontalières externes envers l'Ukraine. C'est ce que nous proposons dans un travail que nous sommes en train de faire dans la Commission politique régionale du Parlement européen, et c'est la direction dans laquelle il faut pousser les États. Je n'ai pas une réponse définitive, mais je crois qu'on peut et on doit pousser dans cette direction. Alors, une question Slido donc, de Joshua Frey. Pour vous, M. Voiry, comment les gouvernements ont-ils modifié leur ligne de communication afin que les régions frontalières soient informées plus tôt des fermetures de frontières, s'ils l'ont fait? Alors, et puis on prendra les questions du public. Préparez-vous à poser vos questions. Les modalités de fermeture de frontières, si on veut voir quelle amélioration on a eu, par exemple, au cours de la pandémie, début 2020, effectivement, tout le monde a été un peu pris par surprise, mais c'est aussi lié au fait qu'un État membre a pris les devants et il a été ensuite suivi par d'autres. Début 2021, la question s'est à nouveau posée de la restauration des contrôles aux frontières. Et là, il y a eu un dialogue, il y avait eu un dialogue permanent entre, par exemple, les préfets et les élus. Et les élus aussi avaient pu discuter en amont avec le gouvernement, parce qu'on savait que c'était dans l'air du temps. Donc là, il y a eu une concertation sur la nécessité de ce qu'il fallait faire. D'ailleurs, je rappellerai, y compris pour l'État qui a réintroduit les contrôles aux frontières en premier, je rappellerai que c'était à la demande d'élus locaux. C'était à la demande d'une autorité locale que le ministère de l'Intérieur de ce pays a décidé de réinstaurer les contrôles aux frontières. Donc le dialogue, il a quand même toujours eu lieu, quoi qu'on dise. Alors justement, des questions peut-être du public pour prolonger la discussion un petit peu. Il y a des micros qui sont prêts à circuler, je ne vois dans la salle. N'hésitez pas à poser vos questions et à lever la main. Une dame là-bas, voilà. Puis peut-être par ici aussi. J'ai vu des... Bonjour, merci beaucoup. Je suis Stefania Petrosillo et je travaille pour la Fédération Europarc, qui est la fédération des espaces naturels protégés en Europe. Donc ma question, c'est bien évidemment sur l'environnement et la protection de la nature et la protection du paysage.
Donc, j'aimerais savoir un peu plus quelle est la place que vous voyez pour cet spécifique sujet, en sachant que, bien sûr, quand on parle de protection de la nature et de protection du paysage, on parle sûrement aussi de l'implémentation sur le terrain du Green Deal européen, mais aussi on parle de la prévention du désastre. Ce n'est pas seulement en coopération après qu'il y a un désastre, mais surtout la prévention. Et donc, protection de la nature, c'est tout, non? C'est protection des cours d'eau, c'est protection du adaptement sur le climat, sur l'impact sur le climat, etc. Et en sachant aussi que le Covid a démontré que le public a un grand besoin d'espaces naturels sains. Et qui sont souvent à la frontière, vous avez tout à fait raison. Et qui sont tout à fait à la frontière. Je voudrais aussi ajouter que je suis responsable d'un programme de mon organisation d'Europark qui s'appelle Transboundary Parks Program, et qui est en fait un programme pour soutenir les parcs qui sont à la frontière et qui travaillent ensemble. Et que souvent, ils sont confrontés avec tous les problèmes qu'on a mentionnés hier et aujourd'hui. Et les parcs ne travaillent pas seulement sur la protection de la nature, mais tout ce qui est autour. Donc, tourisme, culture, dialogue entre les communautés locales et soi-disant. Alors, ça, donc, merci beaucoup. C'est une très bonne question parce qu'effectivement, c'est bien de développer. Peut-être d'abord Monsieur Bemmenbourg et puis Monsieur Gozzi, parce que la frontière franco-italienne aussi est très belle et très protégée. C'est bien de développer, mais est-ce qu'il ne faut pas aussi un peu protéger et que finalement, à la frontière, se posent les questions de préservation et d'environnement, peut-être encore plus que seulement de développement économique et de business. Je parle à un Allemand, alors j'en parle délicatement. Das ist ein wichtiges Thema, das wir auch in Deutschland. Bien, cela est un sujet qui est aussi pertinent en Allemagne. On a discuté au niveau politique parce qu'il y a un besoin clair de soutenir la protection de l'environnement. En même temps, il est très important de ne pas laisser de régions pour compte et pour prévenir à ce que les régions deviennent structurellement pauvres. Donc, on veut éviter d'avoir un conflit entre les objectifs d'envergure économique, mais aussi nos essais d'améliorer la qualité de la vie et des aspects environnementaux aussi. Et si de telles régions sont sur les frontières... Est-ce qu'on a envie aussi de le dépolluer en franco-allemand, en bon franco-allemand, non? Der Gewässerschutz gerade im Rhein ist da. Bien, tout à fait. La protection des rivières est très importante si on regarde le Rhin. Et bien sûr, nous sommes ravis d'avoir la France comme nos voisins, mais aussi lorsque je regarde vers l'Est, nos frontières avec la Pologne et République tchèque aussi, nous avons des régions là qui ne sont pas très peuplées. Et là, nous avons une bonne dialogue transfrontalier pour résoudre des conflits que j'ai cités. Dans 2 semaines, nous allons avoir M. Raffarin dans notre ministère et nous allons discuter encore plus de ces sujets. Donc, je disais, Sandro Gozzi, pourquoi oui, alors la frontière franco-italienne, effectivement, elle est zone protégée. Souvent, on a l'impression que on veut résoudre ce qui est de l'ordre de l'économique. Vous nous avez parlé beaucoup du transfrontalier. On veut résoudre ce qui pose du problème finalement aux entreprises. Et en revanche, eh bien, la question de la protection de l'environnement, elle est beaucoup plus compliquée. Et puis, vous m'avez parlé tout seul du projet Lyon-Turin, et elle est au cœur aussi, cette protection de l'environnement, des polémiques sur tous les projets transfrontaliers, vous le savez bien. Oui, bah, tout d'abord, je suis d'accord avec ce qui vient d'être dit, et je dirais que dans la perspective italienne, ce problème est très similaire à celle allemande, dans le sens que c'est une compétence notamment régionale, et on veut garder, disons, un même niveau
entre les différentes régions. Mais tout d'abord, alors pour répondre à votre question et à la question de Madame, tout d'abord, la protection de la biodiversité, de l'environnement et le développement durable, c'est un des grands objectifs du traité du Quirinal. Je ne veux pas rentrer dans les détails, mais vous allez trouver deux articles, l'article 7 et l'article 10 du traité, qui répondent déjà à votre question, dans le sens que l'environnement est une des priorités de la coopération transfrontalière au niveau régional et local, et aussi la protection des parcs naturels terrestres, maritimes, des aires protégées, fait partie d'un des objectifs dans le cadre, dans le contexte de l'environnement et de la coopération franco-italienne. Donc, absolument, c'est une priorité qui est très haute parce que, finalement, le traité du Quirinal, il est fils de son temps et il est fils des priorités de notre temps. Et la question du développement durable, de la biodiversité, de la protection de la biodiversité est une des priorités de notre société et elle est bien reflétée dans ces traités. C'est ça qui est l'intérêt. On n'a pas refait ce qui avait été fait ailleurs. On a essayé d'inventer une nouvelle forme de coopération bilatérale entre France et l'Italie autour des priorités, je dirais, sociétales partagées. On peut rentrer, si vous voulez, chère Caroline Desmarais, dans le débat de la Lyon-Turin, passer je ne sais pas combien de tonnes qui chaque année sont transposées par des camions, par des tirs entre France et Italie, aux mêmes tonnes transportées par les trains, c'est une réduction de la pollution énorme pour toute l'air, pour toute la région PACA, Auvergne, etc. Donc déjà, de ce point de vue, est absolument, pas seulement compatible, mais je dirais c'est un des facteurs qu'on doit utiliser pour lutter contre la pollution et d'une région qui c'est un bassin commun du côté français, entre 7 et 8 millions de Français qui seront concernés par la Lyon-Turin. Donc on parle d'un impact, c'est une infrastructure qui aura un impact positif du point de vue de la lutte contre la pollution, mais aussi de remettre dans une position plus centrale une partie de la France dans les grands axes européens qui vont de l'ouest à l'est et du nord au sud, qui est absolument considérable. Voilà, d'ailleurs, on évoquait hier, dans des précédentes tables rondes, l'importance finalement de s'allier les citoyens dans des projets transfrontaliers qui sont complexes, qui ont effectivement plusieurs façons plusieurs lectures possibles. L'assentiment citoyen, c'est quelque chose d'important. Peut-être, Monsieur Vouhary, c'est aussi ce qu'on essaye est-ce qu'on arrive à finalement, dans ces grands mouvements transfrontaliers, à emmener suffisamment les citoyens? Alors, je dirais, en fait, ça doit partir des citoyens. J'ai été très influencé, bien sûr, par toutes les présentations qui ont eu lieu, notamment la dernière. Je crois que ce qu'on fait ici, nous nous interrogeons collectivement sur la manière de gérer nos interdépendances. Le transfrontalier, c'est de la gestion d'interdépendance. Et il y a toute une réflexion à mener sur l'opposition qui n'est pas complète, mais disons le contraste, la tension qui existe entre interdépendance et souveraineté. Et souvent, quand on vous parle de souveraineté, il se trouve que vous êtes plus face à des questions d'interdépendance que vous devez gérer dans le respect des compétences des uns des autres. Et aux frontières, ce qu'on voit, c'est des interdépendances qui sont particulièrement fortes, qui sont plus sensibles, qui sont un peu à découvert, un peu comme une tranchée à ciel ouvert, par rapport à des interdépendances qui sont plus discrètes lorsque vous êtes dans les capitales. Et je pense à la carte que vous avez relevée tout à l'heure qui nous montrait que l'Irlande allait pâtir de la guerre en Ukraine. Là, manifestement, il y a une interdépendance que nous n'avions pas vue. J'aimerais bien avoir une explication tout à l'heure. J'imagine que ça s'explique économiquement, mais c'est une interdépendance le siège des compagnies, parce que taux d'imposition très bas. Non, je plaisante. Des compagnies russes. Une interdépendance que nous n'avions pas vue. Alors, aux frontières, les interdépendances, on les voit bien, on les comprend bien. Et si on veut les gérer au mieux, alors justement, la question, il faut effectivement que ça parte des citoyens et des élus. Question Slido précise, peut-on envisager des référendums locaux transfrontaliers sur les territoires des eurodistricts pour mieux impliquer les populations dans des questions un peu cruciales comme effectivement une nouvelle liaison ferroviaire ou des questions énergétiques aussi. Voilà. Est-ce que des référendums locaux, c'est une solution? Alors, ils existent dans le droit de certains États membres, alors pas sous le nom de référendums locaux, où ce sont des consultations qui sont souvent indicatives, donc c'est
rédigé de manière différente dans les différents systèmes de droit. Donc les instruments existent déjà, ça peut être un point de départ. Mais moi je crois que ce qui est important, c'est que les élus locaux, effectivement, restent engagés, comme je l'ai vu sur beaucoup de frontières. Et en ce moment, il y a une vraie mobilisation d'ailleurs sur la frontière franco-italienne. Je l'ai vécu aussi sur la frontière franco-allemande. Il faut que les élus locaux restent engagés. Généralement, les problématiques sont connues. Il faut qu'ils les portent, il faut qu'ils les fassent connaître, il faut qu'ils en parlent avec les administrations centrales pour faire progresser. Et les sociétés civiles engagées également. Merci à vous, en tout cas, tous les trois, d'avoir participé à ce très bon débat, très haut niveau. Merci à eux, d'ailleurs. Je vous invite à les applaudir.